Bonjour tout le monde. Je pense que la meilleure façon de se préparer aux examens est de s'entraîner, et que la meilleure façon de s'entraîner est de pratiquer, c'est-à-dire réaliser des exercices. Je pensais alors vous présenter des résumés et des exercices résolus pour chaque unité. Et on commence par la première unité concernant la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors, comme introduction, tout être vivant a besoin de l'énergie pour toutes ses activités, soit mentales, physiques ou physiologiques. Donc, comme question, d'où provient cette énergie et comment se procurer cette énergie et sous quelle forme? Comme rappel, source d'énergie. La matière organique consommée est la source d'énergie pour les êtres vivants et le glucose représente la source d'énergie principale des cellules. En cas d'excès, le glucose est stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Le glycogène est un polysaccharide polymère du glucose et est très facilement dégradable en glucose. L'ATP ou adénosine triphosphate est la source d'énergie directement utilisable par les cellules. C'est une molécule universellement répandue chez les êtres vivants. Elle renferme dans sa structure un sucre, le ribose, une base azotée, l'adénine, et trois groupements phosphates formant une courte chaîne. Dans une cellule, non seulement les réserves d'ATP sont très faibles, mais l'ATP est consommé en permanence par hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire ATP plus H2O donne ADP plus PI donne 31 kJ d'énergie disponible. Pour ce fait, les molécules d'ATP sont continuellement synthétisées à partir de l'ADP et du PI, grâce à une enzyme appelée ATP synthétase. C'est la phosphorylation de l'ATP. ADP plus PI plus énergie donne ATP. La phosphorylation et hydrolyse de l'ATP sont deux réactions couplées. C'est ça la molécule de l'ATP. Là, ce qui est en rouge, c'est le sucre, le ribose. Là, c'est la base azotée. Et là, bien sûr, ce sont les trois phosphates. 1, 2, 3. C'est pourquoi on l'appelle l'adénosine triphosphate. Si le glucose n'est pas stocké sous forme de glycogène, il sera dégradé afin de fournir de l'énergie directement utilisable par la cellule. Il existe deux voies métaboliques principales pour cela, la respiration cellulaire au milieu aérobie, milieu où il y a présence d'oxygène, et la fermentation au milieu anaérobie, c'est-à-dire milieu dépourvu d'oxygène, fermentation lactique, alcoolique, butyrique, etc. Donc pour simplifier les choses, j'ai tout assemblé dans ce tableau. Donc les voies de dégradation de la matière organique consommée telle le glucose subit deux types de réactions, soit la respiration, soit la fermentation. La respiration se déroule dans un milieu aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène, alors que la fermentation en milieu anaérobique, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Donc les étapes pour chacune des deux voies, on va les voir d'après ce tableau. Donc la première étape, la glycolyse, se déroule dans le cytoplasme en absence de l'oxygène. C'est la transformation du glucose en acide pyruvique. C'est une suite de 10 réactions d'oxydoréduction qui dégradent une molécule de glucose C6 en deux molécules d'acide pyruvique, c'est-à-dire pyruvate. Avec synthèse de 2 ATP, il s'agit d'une déshydrogénation catalysée par une enzyme appelée déshydrogénase en présence d'un transporteur d'hydrogène NAD+, qui est forme oxydée, pour se transformer en forme réduite NADAH+. Ce phénomène, c'est-à-dire la glycolyse, se produit dans le cytoplasme en absence d'oxygène, c'est-à-dire en milieu anaérobique. Et dans l'équation A, C6H12O6 donne C6H12O6 plus 2NAD+, plus 2ADP plus PI va donner deux molécules de l'acide pyruvique CH3COH plus 2NADH+, plus 2 ATP. Donc le bilan de la glycolyse, elle donne 2 acides pyruviques, 2 ATP et 2 NADH2. Et on sait que les 2 ATP sont l'énergie disponible à utiliser par la cellule. Donc, quel est le devenir de l'acide pyruvique et le NADH+. Donc, deuxième étape, le cycle de Krebs. Au cycle de l'acide citrique se déroule dans la matrice de la mitochondrie en absence toujours de l'oxygène. Ce cycle est précédé par une réaction de transition qui relie la glycolyse au cycle de Krebs. L'acide pyruvique issu de la glycolyse subit dans la matrice de la mitochondrie une décarboxylation et une déshydrogénation pour donner deux molécules d'acide acétique, C2, qui se lient au coenzyme A pour constituer l'acétylcoenzyme A.
Remarquez ici, l'acide pyruvique ou le pyruvate va passer dans la mitochondrie et dans la matrice, il va subir une décarboxylation pour donner une molécule de CO2 et une déshydrogénation, c'est-à-dire libération de protons qui vont être captés par les NAD+ oxydés pour devenir NADH+ réduit, en donnant ce qu'on appelle un acide acétique qui se lie au coenzyme pour donner l'acétylcoenzyme A. Ce dernier, l'acétylcoenzyme A, entre dans le cycle de Krebs en s'associant à l'acide oxaloacétique pour former l'acide citrique C6. L'acide citrique subit 2 décarboxylations, libération de 2 CO2 et 4 déshydrogénations pour donner un groupement acétique. Ainsi, l'acide oxaloacétique est régénéré. Remarquez ici, l'acétyl-CoA va s'associer à l'oxaloacétique qui est AC4, l'acétyl C2 pour donner l'acide citrique AC6. Il va subir 1, 2, 3 déshydrogénations et 2 décarboxylations pour donner 1, 2, 3 NADH2 et FADH2. Le cycle de Krebs est donc une série de décarboxylations oxydatives et de déshydrogénations associées à des réductions de transporteurs avec libération de CO2, production d'ATP et formation de transporteurs réduits NADH2 et FADH2. Dans la matrice mitochondriale, le pyruvate est ainsi entièrement dégradé selon la réaction suivante. 2CH3COCOH, c'est-à-dire l'acide pyruvique, plus 10 NAD+, plus CH2O, donne 6 CO2 et 10 NADH2. Cette réaction est couplée à celle-ci qui fournit bien sûr l'ATP. Donc, la deuxième étape est caractérisée par une consommation de 2 pyruvates, c'est-à-dire les 2 acides pyruviques, 10 NAD+, 2 ADP, plus 2 PI, plus 6 molécules d'oxygène, avec production de 10 NADH2 et 2 ATP et 6 CO2. Les 6 CO2, bien sûr, sont rejetés avec la respiration, alors que les 2 ATP ici vont être utilisés par la cellule de façon directe. Donc, il nous reste les 10 NADH2 avec les 2 qu'on a ici au cours de la glycolyse, ça fait 12 NADH2. Alors, quel est le devenir de ces 12 NADH2? Donc, le bilan de la deuxième étape, le cycle de Krebs, 2 ATP, 8 FADH2, 8 NADH2 et 2 FADH2. Alors, ces derniers vont passer à la troisième étape, qu'on appelle la chaîne respiratoire. Elle se déroule au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Pour réoxyder le NADH2 et FADH2 provenant du cycle de Krebs en NAD+ et FAD, il faut passer par une chaîne de transport d'électrons. C'est une série de protéines insérées dans la membrane interne de la mitochondrie et alignées en ordre énergétique classé suivant leur potentiel redox, croissant bien sûr. La première molécule a plus d'énergie que la dernière. La première de la chaîne capte une paire d'électrons, 2 électrons, à chaque NADH2 et les transfère à la molécule adjacente. Un proton H+ est aussi cédé dans le milieu afin que le NADH se régénère en NAD+. Au fur et à mesure de ce transport, les électrons perdent de leur énergie et en bout de chaîne sont acceptés par le dioxygène, c'est-à-dire l'oxygène, qui se combine à des protons du milieu pour former de l'eau. Donc 2H+, plus 2 électrons plus 1 demi O2 va donner H2O. L'oxygène est réduit en eau. L'énergie perdue par les électrons, c'est-à-dire au cours de ce transfert, les électrons perdent de l'énergie. Donc l'énergie perdue par les électrons permet le pompage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire, qui s'accumule dans l'espace intermembranaire des mitochondries, ce qui augmente la concentration des protons et diminue ainsi le pH de ce milieu. L'accumulation des protons H+ au niveau de l'espace intermembranaire détermine un gradient de ces protons H+ par rapport à la matrice mitochondriale. Par conséquent, un flux de ces protons H+ prend naissance vers la matrice et à travers les sphères pédonculées portées par la membrane interne de la mitochondrie. Ce flux de protons H+, c'est-à-dire lorsque les protons sont passés vers le milieu, l'espace intermembranaire, il y a augmentation de la concentration des protons H+. Alors pour que le milieu redevienne en équilibre, ces protons doivent retourner vers la matrice. La membrane en est
imperméables. Donc, elles vont passer par les sphères pédonculées. Donc, l'accumulation des protons H+ au niveau de l'espace intermembranaire détermine un gradient de ces protons par rapport à la matrice mitochondriale. Par conséquent, un flux de ces protons prend naissance vers la matrice. Donc, ils vont passer vers la matrice par les sphères pédonculées, portées, elles aussi, ce sont des protéines portées, elles aussi, par la membrane interne de la mitochondrie. Ce flux de protons H+ active l'ATP synthase se trouvant au niveau des sphères pédonculées qui catalysent la production d'ATP en grande quantité, d'où une phosphorylation de l'ADP en ATP. ADP plus PI plus l'énergie donne ATP. La réoxydation au niveau de la chaîne respiratoire d'une molécule de NADH2 produit 3 molécules d'ATP, tandis que celle d'une molécule de FADH2 en produit seulement 2. Au final, la dégradation complète d'une molécule de glucose produit 38 molécules d'ATP. Le bilan de la respiration. La respiration se déroule en 3 à 4 étapes nécessaires, nécessitant la présence de la mitochondrie et de l'oxygène. La respiration est une oxydation complète, totale, des métabolites, c'est-à-dire le glucose, avec une grande production d'énergie sous forme d'ATP, à peu près 38 à 36 ATP. Donc voilà les étapes de la respiration. La première est la glycolyse, c'est-à-dire le glucose va donner l'acide pyruvique. Ce dernier va passer dans la mitochondrie pour former, c'est-à-dire la matrice de la mitochondrie pour former l'acétyl-CoA. Ce dernier va passer au cycle de Krebs pour donner les NADH2 et FADH2. Ces derniers vont passer vers la troisième étape, c'est la chaîne respiratoire, pour fournir l'ATP nécessaire aux différentes activités cellulaires. Parfois, on peut assembler la deuxième et troisième étape qu'on a ici en une étape. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a 3 étapes ou 4 étapes. Le rendement énergétique est le rapport de l'énergie mise à la disposition de la cellule sous forme d'ATP par l'énergie potentielle du métabolite. La respiration est une dégradation complète d'une molécule de glucose produisant 38 ATP et dont le rendement est. Donc le rendement de la respiration est à peu près 41,18%. Pour la fermentation, comme première étape, elle aussi est là ce qu'on appelle comme première étape la glycolyse, pour avoir 2 acides pyruviques, 2 ATP et 2 NADH2. On a vu que l'acide pyruvique va passer dans la mitochondrie pour qu'il soit dégradé. Par contre, lors de la fermentation, il n'y a pas de mitochondrie. Donc, quel est le devenir de l'acide pyruvique? On va voir pour le cas de la fermentation alcoolique ou éthylique. Elle se déroule dans le cytoplasme et débute comme la respiration par la glycolyse. Dans le cytoplasme cellulaire, la glycolyse fournit de l'acide pyruvique et des transporteurs réduits. Donc l'acide pyruvique et les transporteurs réduits. L'acide pyruvique issu de la glycolyse est d'abord décarboxylé pour donner l'acétaldéhyde qui est réduit ensuite en éthanol avec régénération de transporteurs d'hydrogène. Le glucose subit une glycolyse pour donner 2 ATP et 2 acides pyruviques en plus de 2 NADH+. L'acide pyruvique qu'on a ici va subir une décarboxylation, c'est-à-dire on va éliminer une molécule de CO2. 2 molécules parce qu'on a ici 2 molécules d'acide pyruvique. Ce qu'on obtient ici, c'est l'acétaldéhyde. Acétaldéhyde qui est une molécule à 2 carbones. Puis cette molécule de l'acétaldéhyde va être réduite en éthanol grâce aux protons qu'il va prendre de NADH2. Donc il va avoir les protons de NADH2. Ce dernier qui a été réduit va devenir oxydé pour que la glycolyse recommence. L'acide pyruvique va donner l'acétaldéhyde plus CO2. Donc l'acétaldéhyde plus NADH2 va donner l'éthanol plus NAD+. Donc vous voyez ici, on a ici l'alcool qui est une substance organique toujours riche en énergie potentielle. Et là, bien sûr, on a le transporteur qui a été oxydé. L'équation de la fermentation alcoolique est, voilà là, l'équation. Ce type de fermentation s'applique dans les brasseries pour la fabrication de la bière ou encore dans les boulangeries pour faire gonfler la pâte. Cette réaction est catalysée par des enzymes produites par les levures. Deuxième type de fermentation, c'est la fermentation lactique. Se déroule dans le cytoplasme et débute
comme la respiration par la glycolyse. Dans le cytoplasme cellulaire, la glycolyse fournit toujours l'acide pyruvique et des transporteurs réduits. L'acide pyruvique issu de la glycolyse sera réduit directement, non pas comme dans ce cas. Remarquez ici. Dans le cas de fermentation lactique, bien sûr, on n'a pas une décarboxylation, mais l'acide pyruvique sera réduit directement en acide lactique en prenant les protons de NADH2 qui seront bien sûr réoxydés. Donc l'acide pyruvique issu de la glycolyse est réduit directement en acide lactique. Il joue l'accepteur final d'hydrogène. Cette réaction est couplée avec la régénération du transporteur d'hydrogène. La fermentation lactique est une transformation anaérobique du lactose en acide lactique. Et voilà donc les réactions de cette fermentation lactique. Cette transformation est assurée par les bactéries du genre lactobacilles et par les streptocoques. Ce type de fermentation est utilisé pour la fabrication du yaourt. Le bilan de la fermentation est une oxydation incomplète. Par contre, la respiration est une oxydation complète. Donc la fermentation est une oxydation incomplète du métabolite avec faible production d'énergie sous forme d'ATP, seulement 2 ATP. Ou comme rendement de la fermentation, elle est très faible, seulement 2,16%. Donc le rendement de la respiration est donc largement supérieur à celui de la fermentation. Ceci explique par le fait que la fermentation est une dégradation incomplète des métabolites. Comparaison, point de divergence entre respiration et fermentation, et ici on a point commun. Donc élément de comparaison, la respiration, le cytoplasme, mitochondrie, le substrat, enfin la dégradation, est-ce qu'elle est complète ou pas, le milieu, est-ce qu'il est aérobique ou non, c'est des présences d'oxygène ou pas, et ici le rendement. Alors, comme la respiration, elle se fait dans le cytoplasme en présence de mitochondries. C'est une dégradation qui est complète et demande la présence d'oxygène et libère une grande quantité d'ATP, donc elle a un grand rendement ou un rendement qui est élevé. Par contre, la fermentation, elle aussi, elle se fait dans le cytoplasme, mais ne nécessite pas la mitochondrie. Il y a dégradation incomplète et dans un milieu qui est anaérobie avec rendement très faible, seulement 2 ATP. Alors qu'ils ont en point commun la glycolyse, c'est-à-dire les deux phénomènes ont comme première étape la glycolyse. La majeure réaction se produit dans le cytoplasme. Incomplète, la première étape de la fermentation, c'est-à-dire la glycolyse, elle est incomplète. Il n'y a pas de dégradation totale. Elle doit passer par la mitochondrie. Anaérobiose, la première et deuxième étape de la respiration se font bien sûr dans un milieu anaérobique. Seulement la troisième étape qui demande la présence d'oxygène. 2 ATP, c'est le résultat bien sûr de la glycolyse. Les deux voies de métabolisme par la glycolyse et bien sûr libèrent 2 ATP. Et voyez ici la cellule, la mitochondrie, le cytoplasme en jaune. Donc le glucose va se dégrader pour donner l'acide pyruvique grâce à la glycolyse, passer vers la matrice pour donner bien sûr l'acétyl-CoA qui va entrer dans le cycle de Krebs pour libérer les transporteurs réduits qui vont passer vers la membrane interne pour qu'il y ait réoxydation des transporteurs NAD+ et RFAD avec libération d'ATP. Deuxième chapitre concernant le muscle. On va voir ici le muscle et son rôle dans la conversion de l'ATP en énergie mécanique. Comme introduction, les muscles squelettiques sont considérés comme les moteurs de l'organisme et sont à l'origine des mouvements des différentes parties du corps. Un sportif a besoin d'énergie pour accomplir des mouvements. Cette énergie provient des métabolismes énergétiques qui libèrent l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule sous forme d'ATP. Donc, au sein des cellules musculaires, il existe une conversion de l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique. C'est ça le titre, le muscle et son rôle dans la conversion de l'ATP en énergie mécanique. Donc, comme question, quelles sont les structures qui permettent aux muscles striés squelettiques de se contracter? Comment l'énergie chimique de l'ATP est convertie par le muscle en énergie mécanique? Et comment le muscle régénère
sa réserve en ATP. Alors, j'ai résumé tout le cours sous forme de tableau. J'espère qu'il sera bien compris. Donc, la structure et ultrastructure du muscle. Le muscle est constitué d'un ensemble de faisceaux de fibres. Chaque fibre musculaire est constituée d'un ensemble de myofibrilles et chaque myofibrie est constituée de myofilaments. Les myofilaments sont les myosines et actines. La myosine, myofilament épais, constitué que de molécules de myosine, alors que l'actine, c'est le myofilament fin, constitué de molécules d'actine et de troponine et de tropomyosine. Donc, la molécule ou le myofilament fin d'actine est constitué de trois molécules différentes, actine, troponine et tropomyosine. Et l'unité fonctionnelle du muscle, c'est le sarcomère. Le sarcomère, il est limité par deux stries Z et composé d'un disque sombre plus deux demi-disques clairs. Comme type d'énergie nécessaire au muscle, c'est l'ATP. Donc l'ATP est l'énergie utilisable par le muscle. Et pourtant, la concentration d'ATP reste constante dans la fibre musculaire grâce à trois voies de renouvellement de l'ATP. Les trois voies métaboliques selon la durée et le type d'effort musculaire sont soit par voie rapide anaérobique, qu'on appelle aussi voie alactique, c'est le système de phosphagène, déphosphorylation de la phosphocréatine. Les réactions sont ADP plus PC, c'est-à-dire phosphocréatine donne ATP plus C, la créatine, soit par ADP, c'est-à-dire deux molécules d'ADP, et une déphosphorylation de l'une des deux molécules pour donner à l'autre. Donc, P qu'on a éliminé de ADP, celui-là, donné à celui-là, va devenir ATP pour donner AMP plus chaleur, c'est-à-dire énergie. Voie lente, anaérobique ou voie lactique. Alors, lorsque je parle de voie lactique, on parle de fermentation. Et là, c'est la réaction de la fermentation. Alors que l'autre voie, c'est la voie lente, aérobique, c'est-à-dire la respiration cellulaire. Et voilà donc la réaction de la respiration. Alors, cette énergie, elle peut donner ce qu'on appelle énergie mécanique, donc sous forme de contraction. Les contractions musculaires sont dues au glissement de filaments d'actine sur les filaments de myosine dans le sarcomère. Et on peut voir dans les contractions soit une sous-couche musculaire isolée, soit qu'il y ait une fusion incomplète ou complète lorsqu'il y a deux excitations, soit on peut avoir tétanos imparfait et tétanos parfait lorsqu'il y a plusieurs excitations à la fois. L'énergie thermique. La libération de chaleur initiale est retardée, liée au processus métabolique et mécanique. C'est-à-dire que la contraction musculaire mécanique est toujours accompagnée d'énergie thermique, c'est-à-dire de phénomènes thermiques. Cette énergie thermique, on peut la voir sous forme de chaleur de contraction, chaleur de relâchement, chaleur initiale ou chaleur retardée. Le mécanisme de contraction. La contraction musculaire se déroule en phases, c'est-à-dire en 4 phases. La phase de repos, la phase de liaison, la phase de glissement et la phase de séparation. Sur le plan physique et mécanique, le glissement des filaments, c'est-à-dire les filaments d'actine se glissent par rapport aux filaments de myosine. Sur le plan biochimique et structural, formation de ponts d'actinomyosine. Donc pour qu'il y ait ce glissement, il faut bien sûr qu'il soit précédé par une fixation entre l'actine et myosine. Propriétés du muscle. Excitabilité, enfin contractilité, élasticité et la tonicité. Excitabilité, c'est-à-dire il est excitable. Une excitation qui est au-dessus du seuil, c'est-à-dire supraliminaire, peut donner une réponse, c'est-à-dire une secousse musculaire. Contractilité, c'est-à-dire le muscle il est capable de se contracter. Élasticité, c'est-à-dire il est capable de retourner à sa forme initiale. Donc il est élastique. La tonicité, c'est-à-dire même en absence d'excitation, le muscle a toujours un tonus. Donc
Alors, pour mieux comprendre ce résumé, on a ici des exercices à faire. Indiquez devant chacune des propositions suivantes vrai ou faux. Donc, on va lire les phrases et on va expliquer et essayer de savoir s'ils sont vrais ou fausses. Donc, les réponses justes sont: dans la mitochondrie, l'acide pyruvique se transforme en acide acétyl-CoA. La fermentation lactique se déroule entièrement au niveau de l'hyaloplasme, c'est-à-dire le cytoplasme. Le bilan énergétique de la respiration dépasse 30 ATP. Bien sûr, on a 36 à 38 ATP. La glycolyse est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Une augmentation de la concentration en calcium dans le sarcomère amorce le glissement des filaments, alors qu'une diminution met fin au processus de glissement. Le glissement des filaments et le raccourcissement des sarcomères entraînent le rétrécissement de la fibre musculaire et ultimement de tout le muscle. L'augmentation de la concentration cytosolique, c'est-à-dire cytoplasmique, en ion calcium permet les interactions entre les molécules de myosine et d'actine. Ce cycle se répète tant qu'il y a, c'est-à-dire ce cycle se répète tant qu'il y a présence d'ATP et une concentration suffisante d'ion calcium dans le cytosol. C'est-à-dire le cycle, c'est les 4 étapes de la contraction musculaire, c'est-à-dire la présence des ions calcium, etc. Le sarcomère est la plus petite unité structurelle de la fibre musculaire qui peut se contracter. Les bandes sombres sont formées de filaments fins et de filaments épais. Les bandes claires sont formées de filaments d'actine seulement. On a ici un QCM, on vous demande de coucher la bonne et unique réponse, c'est-à-dire pour chaque proposition, il y a seulement une seule réponse qui est juste. Donc vous devez lire la phrase, essayer de la comprendre et essayer de chercher la bonne réponse de ces 5 propositions qu'on a ici. Alors, la respiration cellulaire est principalement oxydative, catabolique, réductrice A et B, A, B et C. On a vu que lors de la respiration, il y a une dégradation de la molécule de glucose, donc elle est catabolique. Et qu'au cours de la respiration, il y a des réactions oxydoréduction. Donc elle est à la fois oxydative et réductrice. Donc la réponse juste est E. Quel est le bilan énergétique net de la glycolyse? Donc la glycolyse, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y a libération de 2 molécules d'acide pyruvique, 2 molécules d'ATP et 2 molécules de NADH2. Et que NADH2 contient de l'énergie potentielle. Donc, comme réponse, on va chercher 2 ATP et 2 NADH2. Donc c'est C. Laquelle des étapes suivantes se fait dans la mitochondrie? Lorsque je parle de mitochondrie, je parle de respiration. La respiration se fait en 2 étapes. Une dans le cytoplasme, l'autre dans la mitochondrie. Et dans la mitochondrie, il y a la phase de transition, il y a le cycle de Krebs et il y a ce qu'on appelle la chaîne respiratoire ou la phosphorylation oxydative. Donc on va chercher ici la fermentation, non. Le cycle de Krebs, oui. La glycolyse, non. L'activation du glucose, non. Toutes ces étapes se passent dans la mitochondrie, non. Donc c'est-à-dire le cycle de Krebs. Le principal accepteur d'électrons dans la respiration cellulaire est, dans la respiration, la présence de l'oxygène, accepteur final de l'électron lors de la respiration, et bien sûr, l'une des protéines membranaires. Donc, cytochrome C, NAD+, FAD, NAD. Donc, ces deux-là sont des transporteurs oxydés, et là, ceux-là, ce sont des transporteurs réduits. Ils se trouvent toujours dans la matrice. Donc, l'accepteur des électrons, ce sera bien sûr les cytochromes.
Quel est le bilan net du cycle de Krebs à partir d'une molécule de glucose? À partir d'une molécule de glucose, il y a deux acides pyruviques. Les acides pyruviques se transforment en acétyl-CoA, et l'acide CoA va donner 6NADH2, 2FADH2 et 2 ATP. Donc 6NADH2, 2FADH2 et 2 ATP. Donc la réponse c'est A. Comment l'énergie est-elle extraite de NADH+? Par le cycle de Krebs? Non. Par l'oxydoréduction de la chaîne de transporteurs d'électrons. Le NADH2 est la source d'énergie directe de la cellule. Par conversion directe en ATP, par une réaction de combustion. Donc les NADH2 vont passer vers la membrane interne pour subir une oxydoréduction au niveau de la chaîne de transporteurs d'électrons. Donc la réponse elle sera B. À quoi servent les oxydations successives de la chaîne de transport d'électrons? À générer de l'ATP par phosphorylation au niveau du substrat, à chauffer la cellule, à pomper les électrons dans l'espace intermembranaire, à pomper des protons dans la matrice, à pomper des protons dans l'espace intermembranaire. Donc lors de la chaîne de transport d'électrons, on a vu qu'il y a perte d'énergie. Cette énergie elle est utilisée par la cellule pour pomper les protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc la réponse est E. La glycolyse est une étape commune à la fermentation et la respiration. Donc réponse rapide. Elle n'est pas spécifique seulement pour la respiration ou la fermentation alcoolique ou fermentation lactique. Combien d'ATP seront produits à partir d'une seule molécule de pyruvate donnée à une cellule eucaryote? Donc une cellule eucaryote qui a un noyau, bien sûr elle a les mitochondries, donc elle peut faire ce qu'on appelle la respiration. Donc combien d'ATP seront produits à partir d'une molécule de pyruvate? Donc une molécule de pyruvate au niveau de la matrice va se dégrader pour donner 4 NADH2 et une molécule d'ATP et 2 FADH2. Donc 4 fois 3 c'est 12, plus 2 FAD, c'est-à-dire 4, 2 fois 2, 4, c'est 14, et plus une ATP libérée, une molécule d'ATP libérée, ça va donner 15. Donc ça sera 15. Combien d'ATP seront produits à partir d'une seule molécule de pyruvate donnée à une cellule prokaryote en absence d'oxygène? Donc en absence d'oxygène, il y a fermentation. Fermentation donne seulement 2 ATP, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la glycolyse. Lors de la chaîne de transport d'électrons, nous observons une augmentation du pH de l'espace intermembranaire, une diminution du pH de l'espace intermembranaire, des ions protons sont pompés vers la matrice, aucune de ces réponses, toutes ces réponses. Donc lors de la chaîne de transport d'électrons, comme on avait tout à l'heure, donc il y a pompage des protons du milieu, enfin de la matrice vers le milieu intramembranaire. Donc s'il y a passage vers le milieu intramembranaire, le pH va diminuer. Donc diminution du pH de l'espace intermembranaire. Quelle étape métabolique produit le plus d'ATP? La glycolyse, la phosphorylation au niveau du substrat, la déphosphorylation du fructose 1,6-phosphate, la phosphorylation oxydative ou le cycle de Krebs. Or, on sait que la majorité de molécules d'ATP fournies par la cellule se produit lors de la phosphorylation oxydative. Donc la réponse c'est D. Donc comme réponse, à notre QCM concernant le muscle. Parmi les caractéristiques structurales de la fibre musculaire striée du muscle squelettique, on cite la présence de plusieurs noyaux, l'existence des ponts transversaux, l'absence des mitochondries, l'alternance des bandes I et des bandes Z.
Donc l'alternance bande I et bande Z, il n'y a pas, elle est fausse. L'absence de mitochondrie, le muscle a besoin de mitochondrie. L'existence de pôles transversaux, la présence de plusieurs noyaux. Donc ce qui caractérise cette fibre musculaire est la présence de plusieurs noyaux. Un sarcomère comprend une bande claire et une bande sombre. Une bande sombre et deux bandes claires. Une bande claire et deux demi-bandes sombres, ou une bande sombre et deux demi-bandes claires. Donc le sarcomère, par définition, est formé de une bande sombre et deux demi-bandes claires. Le raccourcissement d'un sarcomère au cours de la contraction résulte de raccourcissement des filaments d'actine, raccourcissement des filaments de myosine, glissement des filaments d'actine le long des filaments de myosine, glissement des filaments de myosine le long des filaments d'actine. Donc le sarcomère, lorsqu'il y a raccourcissement, c'est-à-dire il y a raccourcissement du sarcomère par raccourcissement de la zone H. Et bien sûr, il y a glissement des filaments d'actine par rapport aux myosines. Donc c'est la réponse C. Au cours de l'activité musculaire, la régénération allactique se fait. La régénération allactique, donc c'est la phase rapide. La phosphocréatine, la glucogénolyse au niveau du muscle, le processus de la respiration aérobique, le transfert de groupement P d'une molécule d'ATP sur l'ATP. Donc la seule réponse juste, c'est la phosphocréatine. La contraction musculaire se produit en absence de l'ATP et de l'oxygène. Elle peut se produire en absence d'oxygène, mais non pas en absence d'ATP. Nécessite toujours la présence des ions calcium et de l'ATP. Oui. Se produit en absence des ions calcium? Non. Se produit en absence des ions calcium? Non. Donc c'est la réponse B. C'est les filaments fins de la myofibrie sont formés de l'actine. Et l'actine est composée de trois molécules. La lactine, la troponine et la tropomyosine. Donc c'est la réponse C. Durant la phosphorylation oxydative, on aura l'hydrolyse d'ATP, le transfert des électrons avec oxydation d'oxygène, pompage des protons vers la matrice par les protéines transmembranaires, pompage des protons vers l'espace intermembranaire par les protons transmembranaires. Donc, durant la phosphorylation oxydative, bien sûr, on a le pompage des protons vers l'espace intermembranaire. Lors de la contraction musculaire, on assiste à un raccourcissement des bandes sombres sans changement de la longueur des bandes claires, raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur des bandes sombres, rapprochement des deux stries Z avec raccourcissement de la zone H ou du sarcomère, raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur de la zone H et du sarcomère. Bien sûr, les deux réponses A et B sont fausses parce que les filaments d'actine et myosine ne changent pas leur dimension. Donc il y a un glissement. Et cela entraîne un rapprochement entre les deux stries Z. Donc la réponse juste c'est C. La régénération lente de l'ATP. Régénération lente. Donc on parle ici de respiration. Se fait par l'oxydation de l'acide pyruvique au niveau des mitochondries, fermentation lactique à partir de la chaleur retardée par hydrolyse de la phosphocréatine. Donc puisqu'ici on parle de mitochondries, et là bien sûr on parle de respiration, donc la première proposition est la juste. Les myofilaments de myosine constituent bande claire du sarcomère. Les myofilaments de myosine constituent les bandes claires du sarcomère, les bandes sombres du sarcomère, bandes sombres et une partie des bandes claires et une partie des bandes sombres. Alors les myosines, qu'est-ce qu'elles constituent? Donc c'est la partie sombre du sarcomère. Donc comme réponse, exercice 1. Donc là, on va faire des exercices. C'est de la deuxième partie de votre examen. Non pas restitution des connaissances, mais bien sûr, exploitation des données scientifiques. Donc l'ATP est un intermédiaire métabolique indispensable pour toute activité cellulaire. Les cellules vivantes régénèrent leur ATP par oxydation des molécules organiques, en adoptant des voies métaboliques différentes. Afin d'expliquer la différence de la taille des colonies chez deux souches de levure
de boulangerie P et G, Saccharomyces cerevisiae, et sa relation avec la voie métabolique adoptée, on propose les données suivantes. Dans deux boîtes de pétri identiques, on cultive les deux souches de levure sur un milieu gélosé, complet, contenant notamment 6% ou plutôt 5% de glucose et abondamment d'oxygène. Les cultures sont placées à une température constante. Le document 1 montre l'aspect des colonies des levures au bout et à la fin de cette écriture. Première question. Sachant qu'une colonie est le résultat de la multiplication des cellules. Première question, petit a, comparer les résultats à la fin de culture, document 1, pour les deux souches de levure P et G. Et petit b, proposer une hypothèse pour expliquer la différence observée au niveau des colonies des souches P et G. Donc, aux examens, bien sûr, vous devez lire tout le texte pour comprendre et pour savoir dans quelle partie du cours vous y êtes. Maintenant, pour nous, pour gagner un peu de temps, et les questions, bien sûr, sont peut-être indépendantes les unes des autres, on va essayer de répondre pour chaque partie de cet exercice. Alors, on demande de comparer les résultats. On a ici les deux populations de levure, la souche P et la souche G. Là, le début de culture et là, la fin de culture. Vous voyez, c'est leur aspect. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les levures se sont moins développées que les G. Que P, les levures de souche P, sont moins développées que les levures de souche G, plus développées. Il y a une multiplication des deux souches P et G et la formation de colonies. La taille des colonies de la souche G est plus grande que celle des colonies de la souche P. Proposer une hypothèse pour expliquer la différence observée. Donc, puisque cela, c'est-à-dire ces levures, sont mieux développées, c'est-à-dire qu'elles ont bien utilisé le sucre ou le substrat métabolique qu'on a. D'accord? Alors que elles ont dégradé le métabolite de façon qui est très grande et a fourni une grande quantité d'énergie qui a été utilisée pour leur développement. Par contre, ils ont seulement sécrété ou fourni peu d'énergie, donc il y a peu de développement. Donc, comme hypothèse, on voit bien qu'il y a une relation entre la voie métabolique utilisée et le développement des levures. Donc, une hypothèse logique qui relie la taille des colonies avec la voie métabolique adoptée. Par exemple, la souche G adopte une voie métabolique aérobie, ce qui lui permet de former des colonies de grande taille. Lorsque je parle ici de aérobie, c'est-à-dire la respiration, elle fournit une grande quantité d'énergie, alors que la souche P adopte une voie métabolique anaérobie, c'est-à-dire fermentation, et par conséquent des colonies restantes de petite taille. Pour expliquer la différence observée et sa relation avec le métabolisme cellulaire, on cultive les deux souches P et G sur un milieu gélosé dépourvu de glucose et abondamment oxygéné, placé à une température constante, puis on mesure la variation de la concentration de dioxygène avant et après l'ajout de la même quantité de glucose dans le milieu de culture. Les résultats obtenus sont représentés dans le document numéro 2. Une observation des deux souches de levure au microscope électronique à la fin de cette expérience a permis d'obtenir les résultats présentés dans la figure numéro 3. Deuxième question. En exploitant les documents 2 et 3, c'est-à-dire les résultats présentés par le document 2 et 3, déduire la voie métabolique adoptée par chacun des deux souches de levure P et G. Alors, si on constate ici le début presque le même. Lorsqu'on ajoute ici le glucose, on voit bien qu'il y a une diminution, en fonction bien sûr du temps, une diminution de la concentration en oxygène, c'est-à-dire qu'il y a consommation d'oxygène. Par contre ici, lorsqu'on ajoute le glucose, on voit bien que la quantité d'oxygène reste presque constante, ce qui veut dire qu'il n'y a pas consommation d'oxygène. Dans ce document-là, on voit ici que le nombre de mitochondries n'est pas le même.
Pour G, il y a un grand nombre de mitochondries, alors que pour P, il y a un petit nombre de mitochondries. Pour G, la mitochondrie elle est très développée, elle a des crêtes, etc. Par contre, pour la levure P, elle est très petite et n'est pas très développée. Donc, la présence de mitochondries et consommation d'oxygène prouve que la levure G utilise la respiration comme voie métabolique pour avoir de l'énergie nécessaire pour son développement. Par contre, la levure P utilise la fermentation, c'est-à-dire absence d'oxygène, absence de la consommation d'oxygène, et les mitochondries sont peu développées, prouvent qu'il y a fermentation, donc production de peu d'énergie, ou d'énergie qui est très faible, d'où bien sûr le développement qui est très faible. Alors, si on exploite le document numéro 2, pour la souche G, diminution de la concentration en oxygène après l'ajout du glucose au milieu de culture. Pour la souche P, une très faible diminution de la concentration en oxygène après ajout du glucose au milieu de culture. Pour le document 3, la souche G possède des mitochondries développées avec des crêtes de grande taille et nombreuses, alors que la souche P possède des mitochondries non développées, sans crêtes et de petite taille et peu nombreuses. Donc ce qu'on peut déduire, les cellules de la souche G adoptent la voie de la respiration comme voie métabolique pour dégrader le métabolite pour avoir l'énergie nécessaire à son développement, alors que la souche P adopte la voie de la fermentation. Pour comparer l'activité métabolique adoptée par chaque souche de levure, on applique le triphényl tétralosium sur chaque colonie de des deux souches G et P. Parallèlement, on a mesuré la quantité d'ATP produite par les souches G et P et calculé le rendement énergétique respectif pour chacune des deux souches. Le document 4 présente les résultats obtenus. Alors, document 5 représente les deux voies métaboliques utilisées par les souches P et G pour produire l'ATP. Comme remarque, le triphényl tétralosium est utilisé par les levures comme accepteur final des électrons de la chaîne respiratoire des mitochondries, à la place de dioxygène. Dans ces conditions, il est réduit en un composé de couleur rouge, le formazan. Donc, bilan de consommation des molécules pyruvates au niveau de la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie, l'oxydation de 1 NADH+ donne 3 ATP et l'oxydation de F1FADH2 donne 2 ATP. Donc, ça, ce sont des informations qu'on vous fournit. La question. En utilisant les données des documents 4 et 5. 4 et 5. Expliquez la différence du rendement énergétique observé chez les deux cellules P et G. Donc, ce document montre que la levure de souche G se colore en rouge, ce qui prouve qu'elle utilise cette matière ou cette substance, le triphényl tétralosium, comme accepteur final des électrons. C'est-à-dire qu'il a ou qu'il réalise ce qu'on appelle la respiration. Par contre, ici, il n'y a pas de coloration rouge, donc il n'y a pas respiration, mais il y a fermentation, ce qui confirme ce qu'on a dit lors de la dernière question. Alors, comme question, en utilisant les données, expliquez les différences des rendements énergétiques observés chez les deux souches P et G. Donc, pour la souche G, elle utilise la respiration, donc elle fournit plus d'énergie, ce qui explique son grand développement. Par contre, la souche P utilise la fermentation comme source ou comme voie métabolique pour avoir de l'énergie qui est très faible, ce qui explique le non-développement ou le développement faible de cette souche P. Puis la coloration rouge de la colonie de la souche G est due au fait que ces cellules ont réduit l'accepteur final des électrons au niveau de la chaîne respiratoire, car elle adopte la voie respiratoire. Par respiration, la souche G produit à partir de l'oxydation d'une molécule de glucose 4 ATP, 10 NADH2 et 2 FADH2. Ceci donne un bilan énergétique de 38 ATP.
Donc le rendement énergétique sera important, 40 à 41%. Par contre, les colonies de la souche P, non colorées en rouge, indiquent qu'ils n'ont pas réduit l'accepteur final des électrons, car ils adoptent la voie de fermentation alcoolique. Par fermentation, la souche P produit à partir de l'oxydation d'une molécule de glucose 2 ATP, ce qui donne un bilan énergétique seulement 2 ATP, donc le rendement est très faible, seulement 2%. La dernière question, en mettant en lien la taille des colonies, la structure cellulaire et la voie métabolique adoptée, vérifiez votre hypothèse. On avait prédit que les levures G utilisent la respiration comme source d'énergie et que la souche P utilise la fermentation. Et bien sûr, tout cela confirme notre hypothèse. La souche G possède des mitochondries développées et nombreuses, ce qui le rend capable d'oxyder le glucose par la voie de respiration à fort rendement énergétique, ce qui lui permet de former des colonies de grande taille, alors que la souche P adopte la voie de fermentation alcoolique à faible rendement énergétique pour libérer l'énergie emmagasinée dans le glucose de faible quantité, ce qui explique la taille petite de ces colonies. Deuxième exercice. Pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie, on propose les données expérimentales suivantes. Expérience 1. Après isolement des mitochondries de cellules vivantes, on les place dans un milieu convenable riche en dioxygène. Puis on suit l'évolution de la concentration de dioxygène consommé et de l'ATP produit dans ce milieu. Le document 1 montre les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Décrivez les données du document, puis déduisez la relation entre la consommation de dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. Voyez donc, dans une seule question, on vous donne deux verbes d'action. Décrire et déduire. Donc vous devez d'abord décrire les données, puis déduire. Donc votre note sera sur ces deux verbes. Si vous répondez seulement d'écrire, la note de déduire va être perdue. Avant l'injection du pyruvate, on constate une stabilité de la concentration de l'oxygène à une valeur maximale et la concentration de l'ATP à une valeur minimale. Après l'addition du pyruvate, la concentration d'oxygène diminue légèrement. En même temps, on enregistre une légère augmentation de la concentration de l'ATP. Remarquez ici, en tireté, c'est l'ATP. Et en très plein, c'est bien sûr la concentration en oxygène. On voit ici que l'oxygène est très élevé et l'ATP diminue. Alors, en fonction du temps, on voit l'inverse. Diminution de l'oxygène et augmentation de la concentration de l'ATP. Après l'addition du pyruvate, temps T2, à ce moment-là, à l'injection du glucose, on ne voit pas qu'il y a de différence. Mais à l'injection du pyruvate, vous voyez, il y a une diminution et une légère augmentation. Après l'addition du pyruvate, la concentration d'oxygène diminue, vous voyez, elle diminue légèrement. En même temps, on enregistre une légère augmentation de la concentration de l'ATP. Après l'addition du pyruvate et de l'ADP plus PI, on observe une diminution progressive de la concentration d'oxygène et une augmentation progressive de la concentration de l'ATP. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc là, c'était la description et là, maintenant, la déduction. Qu'est-ce qu'on peut déduire? La production de l'ATP au niveau de la mitochondrie est liée à une consommation d'oxygène. C'est-à-dire que la production de l'ATP nécessite la présence de l'oxygène. Une augmentation est liée à une diminution. Deuxième expérience. Après l'élimination des membranes externes des mitochondries isolées de cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue du dioxygène et enrichie de donneurs d'électrons NADH+,
on suit la variation de la concentration des protons, H+, avant et après l'addition de dioxygène, l'oxygène bien sûr. Le document 2 donne les conditions et les résultats de cette expérience. En se basant sur les données du document 2 et sur vos connaissances, décrivez l'évolution de la concentration des ions H+, observée au niveau de la figure B du document 2, puis expliquez la variation de la concentration des ions H+, enregistrée directement après l'addition du dioxygène. Donc on a ici la figure A, et ici on a la figure 2. Là c'est le protocole expérimental, et là c'est le résultat obtenu sous forme de courbe. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Avant l'injection de l'oxygène, la concentration en protons était constante. Mais lorsqu'on ajoute l'oxygène, vous voyez, il y a une augmentation de la concentration en protons. Mais après, elle va bien sûr diminuer. Ce qui laisse penser que les protons vont sortir de la mitochondrie, puis y revenir. Donc, description des résultats. Avant l'addition de l'oxygène, la concentration des protons au milieu extérieur a été nulle. Après addition d'oxygène, on constate une augmentation rapide de la concentration des protons dans la solution jusqu'à atteindre une valeur d'environ 45-10 à la puissance moins 9 mol par litre. Après environ 20 secondes, on observe une diminution progressive de la concentration du proton jusqu'à rétablissement de la valeur initiale après 4 minutes. Comment peut-on expliquer cette description? L'augmentation de la concentration des protons dans la solution observée directement après l'addition d'oxygène est due à la sortie des protons résultant de l'oxydation des donneurs d'électrons à travers la membrane interne des mitochondries. Et sa diminution ici confirme qu'il y a retour à la mitochondrie. Donc à travers la membrane bien sûr interne, parce qu'on a enlevé la membrane externe. On trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie plusieurs complexes transporteurs d'électrons, complexes 1, 2, 3, 4, Q et C. Voilà un exemple. Montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, comme expérience numéro 3, on isole les complexes protéiques 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 3 et 4. Présentant ou représentés sur le document 3 de la membrane interne d'une mitochondrie. On intègre chaque complexe protéique isolé dans une vésicule fermée semblable à la membrane interne de la mitochondrie, mais dépourvue de protéines. La figure A du document 4 représente une vésicule obtenue après traitement. On met chaque vésicule traitée dans une solution riche en donneurs d'électrons propres au complexe protéique intégré dans la vésicule utilisée. La figure B du document 4 mesure les résultats obtenus après l'addition d'accepteurs d'électrons propres à chaque complexe protéique intégré. Utilisons les données des documents 3 et 4. 3 et 4. Décrire ou décrivez les réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. Déduire, petit b, déduire le rôle des complexes protéiques 1, 3 et 4 dans les réactions qui aboutissent à la consommation de dioxygène au niveau de la mitochondrie. Donc, décrire les réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. Donc voilà, ici on a la solution 1, la solution 1. Donc on a ici le complexe, les donneurs d'électrons, les accepteurs d'électrons et le résultat. Donc qu'est-ce qu'on constate? Dans la solution 1, on a mis le complexe 1, celui-là, en présence de NADH2 et en présence de la protéine Q, c'est-à-dire l'accepteur d'électrons Q. Comme résultat, réduction du complexe Q. Donc lorsque je dis réduction, c'est-à-dire qu'il a accepté quelque chose. Donc les protons ou les NADH+, a libéré des protons qui ont été captés par le complexe Q, qui va être maintenant réduit. Pour la solution 2, complexe 2, présence de complexe réduit, celui-là,
complexe C. Le complexe C. Il va être lui aussi être réduit. Maintenant pour le 4, avec en présence de C, en présence d'oxygène, il y a réduction de l'oxygène en H2O. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'il y a passage ou transmission de protons et d'électrons d'une protéine membranaire à une autre. Le 1 donne à Q, le Q donne à 3, le 3 donne à C, et le C donne bien sûr à l'oxygène, qui est le dernier accepteur d'électrons et de protons pour donner ce qu'on appelle la molécule d'H2O. Alors, déduire le rôle, donc on répond d'abord à la description. La solution 1, oxydation de NADH+, là a été réduit. Maintenant, elles vont être réoxydées au niveau du complexe 1, ce qui induit la réduction du complexe Q. Donc, celui-là qui a été oxydé va devenir réduit, parce qu'il a accepté les protons libérés par NADH2. La même chose, la solution 2, oxydation du complexe Q, réduit par le complexe 3, ce qui permet la réduction du complexe C. La solution 3, oxydation du complexe C, réduit par le complexe 4, ce qui permet la réduction de l'oxygène en H2O. Déduire le rôle de ce complexe. Donc les complexes de la membrane interne de la mitochondrie interviennent dans une série de réactions d'oxydoréduction, comme le jeu de rugby. Les joueurs passent le ballon d'un joueur à un autre. Donc une série de réactions d'oxydoréduction transfère des électrons du donneur NADH+, vers l'accepteur final qui est l'oxygène, qui va être réduit en une molécule d'eau. Dernière expérience, on soumet des mitochondries isolées à l'action des ultrasons pour fragmenter leur membrane interne et former des vésicules fermées portant des sphères pédonculées dirigées vers l'extérieur. Voir la figure numéro 5. La mitochondrie était soumise à l'ultrason, l'action de l'ultrason, ce qui l'a bien sûr fait exploser, et on a des membranes, des fragments de membrane qui vont se fermer pour donner des vésicules. Et voyez là, ce sont ce qu'on appelle les sphères pédonculées qui sont à l'extérieur et non pas à l'intérieur de la mitochondrie. Ici, ils sont à l'extérieur, c'est-à-dire ils ont contact avec le milieu. On place ensuite ces vésicules dans des solutions contenant une quantité convenable d'ADP plus PI, ce qui diffère par leur pH. Le tableau de la figure B du document 5 toujours résume les conditions expérimentales ainsi que les résultats obtenus. En exploitant le document 5, déterminez la condition principale nécessaire à la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie. Justifiez votre réponse. Donc, on voit ici qu'on parle de pH. La synthèse de l'ATP, absence d'ATP, absence d'ATP. Donc, synthèse d'ATP nécessite que le pHI soit inférieur à pHE. Ici, on a le pHE, c'est le milieu extérieur, et le pHI, c'est l'intérieur. Donc, pour qu'il y ait synthèse d'ATP, il faut que le pHI à l'intérieur du vésicule soit inférieur par rapport au pHE. En cas où pHI inférieur à pHE, c'est-à-dire la concentration du proton du milieu intérieur est supérieure à celle de l'extérieur. On observe une production d'ATP, et le contraire pour les deux autres. On déduit que la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie nécessite un gradient de proton H+, entre l'espace intermembranaire et la matrice. Lorsque je parle ici de gradient de protons, on parle bien sûr de pH. Donc pour qu'il y ait synthèse d'ATP, il faut qu'il y ait une différence de pH entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. En se basant sur vos réponses précédentes, montrez la relation entre les réactions de consommation de dioxygène et la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie. Donc ça sera l'inverse qu'on a ici. Pour qu'il y ait production d'ATP, il faut que le pHI soit supérieur au pHE. D'ailleurs, le pHI, c'est la matrice, et le pHE, c'est l'espace intermembranaire.
L'oxydation du donneur d'électrons aboutit à la libération des électrons et des protons H+. Le transfert des électrons, qui se fait à travers les transporteurs de la chaîne respiratoire, s'accompagne par le passage du proton vers l'espace intermembranaire, ce qui va diminuer le pH. Donc le pH extérieur va être faible, c'est-à-dire minime. Le reflux des protons de l'espace intermembranaire vers la matrice engendre une énergie électrochimique utilisée par la synthèse de l'ATP. L'oxygène, en tant qu'accepteur final des électrons, est réduit en H2O. Exercice numéro 3. Le document 1 représente une coupe de tissu musculaire strié photographiée au microscope électronique. Réalisez le schéma d'interprétation. Donc on voit bien ici une myofibrille caractérisée par ces stries transversales. Et vous voyez bien sûr ici les mitochondries qui sont dans le sarcoplasme. Donc ça, c'est une fibre musculaire. Et là, c'est une myofibrille. Et là, c'est bien sûr ce qu'on appelle un sarcomère. Et on nous demande de réaliser un schéma d'interprétation. Donc voilà un schéma d'interprétation. Le sarcomère qu'on a ici, la présence des filaments fins d'actine et les filaments épais de myosine. Les stries Z qui limitent le sarcomère, la zone H. Et là, bien sûr, on a ici les myofibrilles au repos et myofibrilles contractées. HE exclé. C'est servi du microscope électronique pour examiner le muscle. Préalablement fixé, le document 1B montre à la même échelle des portions de fibres en relâchement 1 et en contraction. Analysez ces différents résultats. Lorsqu'on compare les deux images qu'on a ici, on voit bien que la myofibrille au repos et celle-ci, elle est contractée, qu'elle est plus courte, donc elle s'est raccourcie. Les stries Z se sont plus ou moins rapprochées. La zone H ou la bande H vient de se rétrécir et disparaître, alors que les filaments fins et actines ne changent pas de dimension. Au cours de la contraction musculaire, on a une diminution de bande I et de la zone H. La bande A garde sa longueur intacte. Les myofilaments de myosine et d'actine ne varient pas de longueur. Un glissement des filaments fins d'actine entre les filaments épais et myosine. Une diminution de la longueur des sarcomères. Conclure, c'est-à-dire l'aspect moléculaire de la contraction n'est pas demandé. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Au cours de la contraction, les filaments d'actine glissent entre les filaments de myosine et vont plus en avant vers le centre du sarcomère, ce qui entraîne le raccourcissement des sarcomères, qui provoque en conséquence le raccourcissement des myofibrilles et de la cellule musculaire dans son ensemble. Donc la contraction du sarcomère, qui est une unité structurelle du muscle, lorsque le sarcomère se contracte, se raccourcit, la myofibrille se raccourcit, la fibre, la cellule musculaire se raccourcit, et ainsi le muscle au total se raccourcit. 4A. À partir du document 1B, indiquer les voies de régénération de l'énergie utilisées au cours du raccourcissement du muscle et écrire les équations des réactions correspondantes. Donc d'après ce document-là, qui ne fournit pas beaucoup d'informations, on peut dire que la contraction ici utilise bien sûr l'énergie sous forme d'ATP et ce sera bien sûr la voie rapide, utilisation de l'ADP plus ADP pour donner ATP et bien sûr la phosphocréatine ACP plus ADP pour donner ATP plus C, c'est-à-dire la créatine. Donc la contraction est due à la voie rapide pour fournir plus rapidement de l'énergie aux muscles pour se contracter. Cette voie rapide, c'est-à-dire addition de 2 ADP en présence de myokinase comme enzyme, ou transfert d'un PI sur un ADP pour donner ATP.
Donc les réactions sont ADP plus myokinase donne ATP plus AMP, ou l'ACP plus ADP donne ATP plus AC, c'est-à-dire la créatine. Écrire les équations des réactions correspondantes. Voilà les réactions B. C'est-à-dire cet exercice, il est divisé en deux, grand A et grand B. À la fin, ou afin de comprendre les réactions chimiques se produisant durant l'activité musculaire, on réalise une série d'expériences et observations présentées en A, B et C et voire D. Donc voilà le document 2 qui présente ces expériences. La fibre A, ou les fibres musculaires, qui se contractent et se relâchent très rapidement, ont un réticulum endoplasmique très développé. Celles qui se contractent et se relâchent lentement ont un réticulum endoplasmique moins développé. En B, l'injection d'ion calcium dans le hyaloplasme d'une fibre musculaire entraîne la contraction des myofibrilles. C. On cultive des fibres musculaires dans un milieu contenant du calcium radioactif. Par autoradiographie, on observe le calcium radioactif et dans le réticulum endoplasmique quand les fibres sont relâchées et dispersées dans l'hyaloplasme quand les fibres sont contractées. Première question. Interpréter ces différentes expériences et observations en montrant la relation qui existe entre la structure cellulaire et la fonction mise en jeu. Alors, si on commence par les données A. Les fibres musculaires qui se contractent et se relâchent très rapidement ont un réticulum endoplasmique RE très développé. Celles qui se contractent et se relâchent lentement ont un RE moins développé. Donc ça prouve que le RE a un rôle important dans la contraction musculaire. Sa présence, elle est primordiale. Pour B, l'injection des ions calcium dans le hyaloplasme d'une fibre musculaire entraîne la contraction de myofibrilles, c'est-à-dire que les ions calcium sont importants et nécessaires pour qu'il y ait contraction musculaire. En leur absence, il n'y a pas de contraction musculaire. Lorsqu'on cultive des fibres musculaires dans un milieu contenant du calcium radioactif par autoradiographie, on observe le calcium radioactif dans le réticulum endoplasmique. Et après, il sera dispersé. Ça prouve que les ions calcium se trouvent dans le réticulum endoplasmique au début. Et lorsqu'il y ait contraction, ils seront libérés dans le cytoplasme. Et lorsque le muscle est relâché, ils vont retourner vers le cytoplasme. Alors, comme interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, quelle est la relation entre la structure cellulaire, le réticulum endoplasmique, et la fonction mise en jeu, c'est-à-dire son rôle dans la contraction musculaire. L'observation en A donne ou montre que plus une fibre a un réticulum endoplasmique développé, plus sa contraction et son relâchement sont rapides. À l'inverse d'une fibre pauvre en RE, il y a donc une relation entre la structure de la cellule, développement du RE, et sa fonction, capacité de contraction. Les résultats en B montrent que l'augmentation du taux des ions calcium dans l'hyaloplasme provoque la contraction. Donc les ions calcium sont nécessaires à la contraction musculaire. Et l'observation C montre que c'est le calcium stocké dans le réticulum endoplasmique au repos qui est libéré dans l'hyaloplasme au cours de la contraction. Et lorsqu'il y a relâchement, cette quantité de calcium va bien sûr être absorbée par le réticulum endoplasmique. On déduit que plus le réticulum endoplasmique est développé, plus la quantité de calcium stocké est importante et peut provoquer une contraction lors d'une excitation car le seuil de calcium nécessaire est vite atteint. Moins le réticulum endoplasmique est développé, moins les protéines membranaires pompent à calcium qui assurent la rentrée des ions calcium dans les cavités du réticulum endoplasmique sont nombreuses et leur activité fait baisser le taux de calcium hyaloplasmique, provoquant ainsi le relâchement rapide de la fibre musculaire. Deuxième question. On modifie le contenu d'un sarcomère en ajoutant selon les cas de l'actine, de la myosine, du calcium, de l'ATP. Puis on l'observe en contraction. Les modifications observées sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Avec les expériences A, B, préciser le rôle du calcium pendant la contraction musculaire.
Donc lorsqu'on voit petit d, la myosine plus ATP plus calcium, en absence du pont, c'est-à-dire il y a absence de pont d'actinomyosine, donc ici il n'y a pas d'actine. Même la présence de myosine, ATP et calcium, l'absence d'actine, bien sûr il n'y a pas de pont et bien sûr il n'y a pas de contraction. Avec les expériences A et B, précisez le rôle du calcium pendant la contraction. Donc d'après A et B, ici on a absence et là on a présence. L'absence d'ATP, il y a une diminution faible de la concentration d'ATP. Par contre, en présence d'ATP, il y a une production de chaleur et une production de l'ATP qui est importante. Bien sûr, on peut dire que en présence de calcium, on voit bien qu'il y a diminution importante de l'ATP, ce qui veut dire qu'il y a consommation d'ATP en présence de calcium, ce qui va entraîner la contraction. Avec les expériences A et B, précisez le rôle du calcium pendant la contraction. Rôle du calcium pendant la contraction, les expériences A et B montrent que la présence de calcium associée à celle d'actine, de myosine et d'ATP est nécessaire à l'apparition de ponts actomyosine. Les têtes de myosine sont activées et peuvent alors se lier aux molécules d'actine. Troisièmement, à partir des expériences B, C et D, expliquer les rapports existants entre actine, myosine, ATP et calcium. Donc, pour qu'il y ait contraction, présence des ponts actinomyosine, il faut qu'il y ait l'actine, myosine, ATP et calcium. En absence du calcium, il n'y a pas de pont. En absence de la myosine, il n'y a pas de pont. En absence de l'actine, il n'y a pas de pont. Donc pour qu'il y ait pont, il faut qu'il y ait présence d'actine et myosine, en plus de l'ATP et calcium. En comparant les expériences B et C d'une part et B et D d'autre part, on en déduit que la formation des ponts actomyosine nécessite la présence de l'ATP et du calcium, de myosine et d'actine. Actine et myosine sont donc indispensables à l'apparition des ponts actomyosine. Bien sûr, ce sont les deux acteurs. Les expériences B, en petit b, on demande donner l'origine de la chaleur produite. Les expériences B et C montrent que les ponts actomyosine utilisent l'ATP. En effet, le pivotement des têtes de myosine qui suivent après la formation des ponts actomyosine est possible grâce à l'hydrolyse de l'ATP et ADP plus Pi. Cette hydrolyse en présence de calcium s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Les expériences C et D montrent respectivement qu'en absence de myosine, cette chaleur produite est nulle et faible en absence d'actine, car il n'y a pas de rupture de la liaison ADP plus PI myosine, c'est-à-dire le complexe ADP plus PI myosine, et la chaleur dégagée provient uniquement de l'hydrolyse de l'ATP au moment de sa fixation sur la tête de myosine. Dernière question, à partir de ces expériences, expliquer la contraction du muscle à l'étape moléculaire. Les ions calcium déclenchent le glissement des myofilaments d'actine par rapport aux myofilaments de myosine. Les ions calcium permettent la fixation d'un complexe ATP-myosine sur une molécule d'actine. Cette fixation active la propriété atépasique de la molécule de myosine, d'où l'hydrolyse de l'ATP. Cette hydrolyse s'accompagne d'un pivotement des têtes de myosine entraînant un mouvement relatif de l'actine par rapport à la myosine. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP rompt la liaison actinomyosine et provoque le redressement des têtes de myosine. Un nouveau cycle recommence si la concentration de calcium ou la concentration en calcium est suffisante. Exercice numéro 4. On cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions calcium dans ce mécanisme. Dans ce cadre, on propose les données suivantes. Donnée 1. Les fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs. Puis, elles sont réparties en deux lots, 1 et 2. Les fibres de lot 1 sont fixées en état de relâchement, alors que les fibres de lot 2 sont fixées en état de contraction.
Par autoradiographie, on détecte localement de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les figures du document 1 présentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection. La figure A pour les fibres du lot 1, la figure B pour les fibres du lot B. Donc on a ici 1, les fibres 1 et les fibres B. Comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres du lot 1 et 2, puis dégager le sens de déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Vous voyez, pour chaque question, on a deux verbes, comparer et dégager. Donc on doit faire une comparaison, et bien sûr on doit dégager ou on doit déduire une phrase ou une information. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que le réticulum endoplasmique ici, il est riche en ion calcium. Par contre, le sarcoplasme n'en est pas. Ici, le sarcoplasme est riche en ion calcium, alors que le réticulum endoplasmique, non. Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a libération des ions calcium. Donc cette cellule, elle est contractée. Remarquez le raccourcissement du sarcomère par rapport à celui-là. Donc celle-ci, c'est une fibre qui est relâchée et celle-ci est une fibre contractée. Pour le premier lot, forte radioactivité au niveau du réticulum endoplasmique, en comparaison avec le sarcoplasme. Pour le deuxième lot, c'est le contraire, c'est-à-dire faible radioactivité au niveau du sarcoplasme et forte au niveau du sarcoplasme. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Lors du passage de l'état de relâchement à l'état de contraction, les ions calcium passent du réticulum endoplasmique vers le sarcoplasme. Relâché, contracté. Donc le passage du relâchement à la contraction est caractérisé par la libération des ions calcium par le réticulum sarcoplasmique. Donnée numéro 2. L'étude biochimique et l'observation électronographique des myofilaments d'actine et de myosine dans des fibres musculaires en présence et en absence d'ion calcium ont permis de construire le modèle explicatif présent dans le document numéro 2. Donc ça nous rappelle les fibres d'actine, les myofilaments d'actine composés de tropomyosine, troponine et bien sûr les molécules d'actine. Et là, bien sûr, c'est la molécule de myosine. Alors, en vous basant sur les résultats présentés dans le document, montrez comment interviennent les ions calcium dans la contraction de la fibre musculaire. Donc, on voit bien ici que les deux filaments ne sont pas liés. Par contre, ici, ils sont liés, et ceci, bien sûr, grâce à la fixation d'ions calcium sur la troponine. Donc, les ions calcium se fixent sur la troponine, ce qui modifie la configuration de ces molécules, qui permettent, bien sûr, la fixation des deux filaments actine, myosine, et on va avoir un complexe appelé actomyosine. Le mécanisme de l'intervention des ions calcium dans la contraction de la fibre musculaire. Fixation des ions calcium sur la troponine, libération du site de fixation des têtes de myosine sur l'actine suite au déplacement de la tropomyosine, formation du complexe actomyosine. Donnée 3. Pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules. On présente les données expérimentales, document 3. Donc c'est un tableau présentant des expériences et des résultats. En exploitant les données du document 3, expliquer les différences d'hydrolyse de l'ATP observées dans les différents milieux. Donc le début d'expérience et fin d'expérience. Filament myosine, filament actine, ATP, calcium. Qu'est-ce qu'on constate? Le complexe actomyosine plus calcium plus une grande quantité d'ATP et PI. Ça veut dire que l'ATP a été hydrolysé en présence de l'actine, myosine, en présence du complexe actomyosine. Par contre, dans le milieu numéro 2, en absence de myosine, on voit bien qu'il y a des filaments d'actine, ATP plus calcium comme au début. Et
milieu 3, en absence de l'actine, on a même chose que précédemment, qu'il n'y a pas bien sûr formation de complexe actomyosine. Donc l'hydrolyse de grandes quantités d'ATP dans le milieu 1 s'explique par la formation du complexe actomyosine. L'hydrolyse de faibles quantités d'ATP dans le milieu numéro 3 s'explique par l'absence du complexe actomyosine car ce milieu ne contient que de la myosine. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, résumez l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation. Donc ici, on vous demande de résumer, donc d'écrire un paragraphe, ce qui veut dire que vous devez écrire des phrases qui sont simples et que tout le monde les comprenne. La succession des événements depuis l'excitation à la contraction musculaire. Suite à l'excitation des muscles, les ions calcium sont libérés à partir du réticulum sarcoplasmique. Libération des sites de fixation des têtes de myosine, c'est-à-dire le calcium libéré va se fixer sur les troponines pour libérer le site de fixation des têtes de myosine. Une fois fixé, formation des complexes actomyosine. Donc, actomyosine va hydrolyser l'ATP, ce qui va entraîner libération d'énergie, donc entraîner la rotation des têtes de myosine, aboutissant déglissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine, ce qui entraîne la contraction musculaire. Allez, à la prochaine vidéo. S'il y a des questions, posez-les dans le commentaire.